Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des grands procès de l'histoire d'Israël, toujours avec notre spécialiste du droit et de la loi, Maître Greg Weitz. Bonjour Greg. Bonjour Galit. Comment ça va? Très bien. Alors aujourd'hui Greg, on va parler du procès peut-être le plus important de l'histoire d'Israël, puisque c'est le seul procès où le prévenu a été condamné à mort et exécuté. Dis-nous tout. Alors ce soir, on va parler, je pense, du plus grand procès de l'histoire d'Israël. Je pense que parmi tous les procès dont on a traité jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le procès le plus important. On parle de Adolf Eichmann, le numéro 5 de la hiérarchie nazie, qui a été capturé par Israël, amené en Israël, jugé, condamné à mort, et comme tu l'as dit, pendu. Pendu et c'est un procès qui a tellement de ramifications que je pense vraiment que c'est le plus grand procès de l'histoire d'Israël. Oui, donc Greg, après la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann, donc criminel nazi, s'enfuit et s'installe en Argentine sous le nom de Ricardo Clément. En mai 1960, les agents du Mossad le capturent en Argentine et le transportent jusqu'en Israël, à Jérusalem, pour qu'il soit jugé par un tribunal israélien. Alors on rappelle qu'Eichmann, c'est celui qui avait coordonné les déportations des Juifs d'Allemagne et d'Europe vers les camps de la mort. C'est celui qui faisait les plans de déportation jusque dans les moindres détails, et c'est aussi celui qui gérait la confiscation des biens des déportés. Son procès en Israël, au-delà du verdict, a été une des étapes les plus importantes de la construction de la jeune société israélienne, puisqu'on rappelle que le pays, à cette époque-là, n'existe que depuis 12 ans. Et pour la première fois, des survivants de la Shoah allaient parler et raconter les horreurs qu'ils avaient subies. Alors ce procès a eu pour mission d'éduquer la nouvelle société israélienne à la Shoah et de montrer au monde qu'Israël était une société forte et capable de se tenir face à ses anciens bourreaux. Le procès Eichmann a suscité l'intérêt de toute la communauté internationale. Il a révélé au monde l'ampleur des atrocités nazies et pour la première fois, les victimes parlaient et racontaient toutes les horreurs qu'elles avaient vécues. C'est un procès qui s'est avéré capital et qui a permis une libération de la parole dans cet Israël qui devait se construire et qui n'avait finalement ni le temps ni la volonté de se confronter à un passé qui pouvait être traumatisant ou traumatique. Alors, quand même, les autorités israéliennes, même si Eichmann est le monstre qu'on sait, le protégeaient, puisque tout au long du procès, pour éviter un attentat ou un incident, il était dans un box vitré avec des vitres par balles. Alors, Greg, dis-nous comment d'abord s'est déroulé ce procès, comment il s'est préparé, combien de temps il a duré? À toi la parole. Bon, il faut bien comprendre qu'avant le procès, donc, il y a toute cette période de préparation et d'interrogatoire. Donc, bien évidemment, comme dans n'importe quel autre procès à caractère pénal, il y a d'abord l'interrogatoire de la personne qui est arrêtée et qui va être accusée, puis la mise en accusation et puis le procès. Donc, Eichmann arrive en Israël. Il y a une unité spéciale qui a été mise sur pied, qui s'appelle l'unité 06, qui est composée quasiment uniquement de policiers, d'agents, d'enquêteurs, qui sont pour la plupart des rescapés de la Shoah. Et ils sont un petit peu dispatchés, on parle d'une quarantaine de personnes, qui sont gardées vraiment sur le plus grand secret. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment leur identité, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ou ils rentrent chez eux que très rarement durant l'interrogatoire, et ils sont répartis en plusieurs groupes en fonction du lieu d'origine duquel ils venaient en Europe. Et donc l'interrogatoire commence. Donc il y a une personne qui est en charge. Il y a un chef d'interrogatoire, si tu veux. C'est lui qui va rencontrer Eichmann le plus souvent possible. C'est un ancien juif allemand qui va lui parler toujours très poliment, de manière très douce, très calme. Pourquoi? Parce que les autorités israéliennes avaient très peur qu'on vienne accuser un petit peu la police d'avoir soutiré par la force des aveux, des choses comme ça. Donc, il y a même une petite anecdote qui dit que
durant tous ces interrogatoires, ce même enquêteur, ce même inspecteur ne cesse d'appeler Eichmann Monsieur Eichmann avec toute la politesse de quelqu'un qui est en fait un des plus grands monstres Donc il lui parle du en anglais XXe siècle. et il lui dit Herr Eichmann. En allemand, N'importe quoi. en allemand, en disant Herr Eichmann, de toute façon, donc Monsieur Eichmann. Et tout se passe de cette manière-là. Et donc, l'interrogatoire se passe, il y a un dactylo qui retranscrit, c'est soumis de retour à Eichmann, il fait des corrections et ensuite, une fois que c'est autorisé, ben, il signe. Et ça se passe comme ça pendant quasiment 9 mois, au bout desquels la mise en accusation est déposée et il y a plus d'une quinzaine de chefs d'accusation dont on va parler tout de suite, effectivement. C'est ça. Alors l'acte d'accusation donc est rédigé par le procureur général de l'État, Gideon Hauser, et il comporte 15 chefs d'accusation, dont ceux de crimes contre le peuple juif et crimes contre l'humanité. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il a fallu régler quelques problèmes techniques. Lesquels ? Le premier problème technique, c'est que, comme dans chaque procès où il y a des peines qui sont plus conséquentes, et dans ce cas-là, c'est une peine de mort qui est très probable, l'accusé a droit à un avocat. Le seul problème, c'est qu'aucun avocat israélien de cette époque ne voulait représenter Eichmann. Donc, il y a un avocat allemand qui s'appelle Robert Versatius, qui représentait également certains criminels nazis lors des procès de Nuremberg, qui est venu. Mais le problème technique, c'était quoi? C'est que la loi israélienne n'autorisait pas à un avocat qui n'a pas un permis, une licence israélienne, de représenter au tribunal. Et donc, techniquement parlant, pour que les choses se fassent bien, la Knesset a dû, en 3 mouvements, changer la loi pour permettre à ce qu'un avocat non licencié en Israël puisse représenter un criminel lors d'un procès. Donc ça, c'était la première, si tu veux, le premier obstacle de procédure qu'on a dû surmonter. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle des arguments préliminaires. De la défense. De la défense, tout à fait. Tout à fait, de la défense. Et donc, c'est des arguments qui sont soumis avant le début du procès. Et si un de ces arguments est autorisé, dans certains cas, le procès est complètement annulé. Et donc, l'avocat de notre cher Eichmann émane en fait 4 raisons pour lesquelles le tribunal israélien n'a pas la compétence. La première chose qu'il dit, c'est qu'il dit vous êtes tous juifs, les juges. Donc forcément, vous n'êtes pas impartiaux et donc n'importe quelle décision que vous allez avoir sera fausse. La deuxième chose, c'est le deuxième argument qu'il vient dire, c'est que en fin de compte, lors des faits, l'arrestation. Pardon, excuse-moi. Tu as raison. L'arrestation, en fait, donc Eichmann a été kidnappé d'Argentine pour être amené en Israël, et donc le kidnapping n'est pas quelque chose qui est permis, et donc forcément, on ne peut pas le juger vu qu'il n'était pas en Israël à ce moment-là, c'est pas qu'il était se baladait en Israël, et donc qu'on l'a arrêté. La troisième chose, c'est que lors des faits, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale, la loi sur la loi israélienne qui permettait de juger en fait les anciens criminels nazis n'existait pas, et donc on ne peut pas rétroactivement, selon l'avocat, incriminer une personne pour une loi qui n'existait pas, parce que nul ne sait ignorer la loi, mais si la loi n'existe pas, forcément ce n'est pas applicable. Et la dernière chose, c'est que Israël n'a pas la compétence de juger ce cas-là, car Israël n'existait pas, les Israéliens n'existaient pas à ce moment-là, et donc de quel droit Israël peut juger Eichmann. Et des faits qui se sont finalement passés en dehors de son territoire. Tout à fait. Et donc les juges, sur certains points, j'ai envie de dire avec une certaine logique, ont répondu, sur d'autres, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais en fin de compte, on n'allait pas annuler le procès d'Eichmann comme ça. Donc au niveau du premier argument selon lequel les juges étaient juifs, ils ont dit, oui, forcément, les juges sont des êtres humains, mais si on n'est pas capable de faire une différence et d'être impartiaux lors d'un procès, on n'est pas non plus capable de le faire lors d'un meurtre, lors d'un viol, lors d'une violence familiale. Le principe est le même. On est bien évidemment
influencer toujours un tout petit peu, mais notre travail est de rester le plus impartiaux possible. Donc cet argument-là a été rejeté. L'argument sur base duquel Eichmann est venu en Israël par kidnapping, ils ont dit nous, ça ne nous intéresse pas, il est là, il y a un acte d'accusation. Donc on traite le fait que... on va juger le crime et pas la manière dont il a été exactement. amené. Sur le fait que la loi sur la loi contre les criminels nazis israélienne a été légiférée après les crimes, là ils ont eu une remarque très intelligente. Ils disent il ne s'agit pas d'un problème de justice où quelqu'un, par exemple, aurait mal rempli un formulaire ou aurait roulé à du 100 à l'heure alors que tu peux rouler à des 80 à l'heure, et donc forcément il ne pouvait pas le savoir. On parle de crimes qui mondialement sont des crimes pour tous qui sont pas moraux, qui sont terribles, et donc il n'y a pas une injustice qui est faite si on juge Eichmann sur base de valeurs, de valeurs qui sont universelles et qui sont fondamentales. Et d'ailleurs, ils ont mentionné les procès de Nuremberg, qui étaient sur la même base en fait, qui ont jugé des criminels nazis alors que ces crimes n'existaient pas forcément le jour où ils ont été réalisés. Et sur le dernier point concernant le fait que les crimes étaient extraterritoriaux à Israël, ils ont expliqué qu'en fait, le régime nazi ne faisait pas vraiment une différence entre un juif hongrois et un juif de Palestine et un juif de Belgique, de France ou d'ailleurs. Et donc, que l'intention du criminel était de tuer tous les juifs, peu importe où ils sont et peu importe d'où ils viennent. Et donc, de cela, il s'octroie la compétence universelle un petit peu de traiter de ce dossier, même si les faits ne se sont pas déroulés en Israël, sur le territoire israélien. Très bien. Et donc, le procès commence. Et le procès commence. Donc, c'est un procès qui a eu finalement plusieurs effets et qui avait aussi peut-être ces objectifs-là. Alors, bien sûr, l'objectif premier, c'est que justice soit faite et rendue, mais il était aussi question de libérer un peu toute une population qui était arrivée en Israël ou qui était ailleurs aussi, les rescapés, les survivants, et de leur permettre à eux aussi de raconter leur histoire, de les sortir un petit peu de leur mutisme. Les Israéliens qui étaient là avant la période de l'indépendance, avaient un petit peu du mal quand ils voyaient ces Juifs-là arriver et quand ils écoutaient et apprenaient tout les horreurs qu'ils avaient vécues. Ils avaient un petit peu de mal à comprendre comment ils ne s'étaient pas révoltés finalement face aux nazis. Donc la société israélienne était divisée et les nouveaux Israéliens, finalement, ce nouveau pays, voulaient vraiment créer des institutions sionistes fortes et ne pouvaient pas finalement accepter, ou même ça dépassait leur entendement, la faiblesse qu'ils voyaient dans les réactions des Juifs qui avaient été amenés à l'abattoir. Alors les témoignages des survivants de la Shoah, en particulier ceux de combattants de la révolte du ghetto comme Zivia Lubetkin. Alors eux, ils ont finalement, en témoignant, mis un peu en lumière la résistance juive qui avait évidemment existé. Donc ça a ouvert un petit peu les esprits en Israël, des Israéliens, j'ai envie de dire, de souche par rapport aux immigrés qui arrivaient. Et ça a permis aussi une certaine réconciliation de la société israélienne. Donc Eichmann, sans le savoir et sans le vouloir, et celui qui a permis finalement de crever l'abcès et qui a permis à tous les rescapés de ne plus avoir honte et de témoigner. Et finalement, c'est lui qui est responsable, ce procès qui est responsable de la réconciliation et qui voilà. Et puis il y a eu des histoires qui sont ressorties par rapport à ça. On a l'histoire que tu vas nous raconter, l'histoire des 80 coups de fouet. Vas-y, raconte-nous, c'est intéressant. Alors, un des policiers qui faisait partie de ce groupe 06, qui était en fait en charge des interrogatoires de Eichmann,
était un ancien rescapé de la Shoah qui était au départ dans un ghetto. Du ghetto, il est passé dans un camp. Il a réussi à fuir le camp d'Auschwitz lors de la marche de la mort. Et en fait, il racontait que quand il était dans le ghetto, il avait un rôle en tant qu'enfant, c'était si tu veux, de liquider le mobilier des appartements de juifs qui étaient tués, assassinés plutôt par les SS. Et donc un jour, il a dû liquider les meubles d'un appartement d'un juif qui a été assassiné. Et il a trouvé un petit livre sur les trains. Et lui, il a pris ce livre et ce qu'il raconte, c'est que c'était sa résistance à lui un petit peu, sauf qu'à ce moment-là, un SS a compris que ce livre se trouvait entre les mains de cet enfant, de cet adolescent, et il a été rué de 80 coups de fouet dans le ghetto. Et il n'a jamais raconté cette histoire, en fait, ni durant l'interrogatoire, ni quoi que ce soit. Et un des témoins du procès était un monsieur qui s'appelait Dr Bouchinski. Dr Bouchinski, et il raconte la chose suivante. Donc là, c'est Goldman qui raconte exactement. Et dit, le docteur Bouchinski était appelé à témoigner lors du procès. Et un jour, lors d'une des audiences, il s'est approché de moi et m'a demandé où était le bureau du procureur général Hausner. En tant qu'assistant, je lui ai naturellement demandé quelle était la raison de sa visite. Et après une brève discussion, il s'est avéré que le docteur Bouchinski résidait dans le ghetto où je me trouvais également et qu'il me connaissait comme étant l'adolescent qui avait reçu 80 coups de fouet. Le docteur Bouchinski est ensuite entré dans le bureau du procureur et a dû lui parler de notre rencontre. Lors de son interrogatoire au tribunal, Hausner demanda à Bouchinski de décrire un des modes de punition en vigueur au ghetto et ce dernier me pointa du doigt lorsque le procureur lui demanda s'il reconnaissait l'une des victimes de ce châtiment. Donc c'est vraiment la victime qui va juger, mais qui va amener à la réalisation d'une peine de son bourreau. Et c'est ça. C'est ça. Quelle revanche extraordinaire. Tout à fait. Donc ce procès, il va durer 8 mois. Et le 11 décembre 1961, les juges déclarent Eichmann coupable de tous les chefs d'accusation, les 15, et le condamnent à mort. Alors, quelle a été finalement la ligne de défense de cet avocat allemand qui était venu spécialement pour défendre Eichmann? Comment est-ce qu'on peut défendre un personnage pareil? Comment est-ce qu'on peut défendre? C'est quand je vais te dire tout de suite comment, tu vas pas penser que c'est tellement aberrant. En fait, c'est le même argument de défense qu'il y avait lors des procès de Nuremberg, qui disait, mais moi, je suis qu'un pion. Moi, je fais partie, je suis un pion du système, je suis qu'un petit boulon, et en fin de compte, je faisais ce que le régime me disait de faire. Faisait qu'obéir aux ordres. J'ai rien contre les juifs, je suis pas quelqu'un qui... Je me lève pas le matin en disant que je vais tuer du juif, même si c'est ce qu'il a fait en fin de compte. Mais son argument est de dire, mais moi je faisais partie d'un système, ne me jugez pas moi, jugez le système, jugez le régime, et c'est ce qui a été défendu, enfin plaidé du moins lors des procès de Nuremberg, c'est ce qui a été plaidé ici aussi en Israël. Bien évidemment, ça a été rejeté, mais ça c'était son argument. Ouais. Alors, il fait appel quand même, il a le culot de faire appel de la décision des juges, mais celle-ci, donc, son appel est rejeté, mais il ne se résigne pas. Et en dernier recours, il va même s'adresser au président de l'État de l'époque, Ben Tzvi, et va demander une grâce présidentielle, qui a été évidemment, elle aussi, rejetée. Finalement, Adolf Eichmann est pendu le 1er juin 1962, incinéré et ses cendres dispersées en mer, en dehors des eaux territoriales israéliennes. Alors, la peine de mort en Israël, elle existait à ce moment-là. Elle n'existe plus aujourd'hui. Ou est-ce qu'elle existe encore? Alors, est-ce que c'est toujours pareil? Parce que là, elle a existé entre 1948 et 1954. En fait, quand l'État d'Israël a été créé, le droit qui existait, ce n'était pas le droit israélien encore, c'était le droit anglais. Dans le droit anglais, il y avait la peine de mort qui existait pour des crimes comme le meurtre, la trahison ou des choses comme ça. Et durant ces années-là, entre 48 et 54, il y a plusieurs condamnés qui ont été condamnés à mort, en fait. Mais la peine de mort n'a jamais été appliquée parce que c'est contraire aux valeurs juives, parce que à l'époque, le président d'Israël, Weizmann, ne voulait pas autoriser ce genre de choses. Donc chaque fois, il donnait une sorte d'amnistie. Enfin, c'est pas une amnistie, mais c'est une grâce en disant
prison à vie, à perpétuité, et pas une peine de mort. Et donc, en 1954, la Knesset a débattu comme il fallait, a vraiment pesé le pour et le contre, a essayé de comprendre. Et donc, ils ont annulé la peine de mort pour tout ce qui est des crimes de meurtre ou des choses comme ça, ou des choses qu'il y avait. Et ils l'ont laissé pour 4-5 situations très spécifiques. Un, c'est la trahison. C'est resté encore dans le livre des lois. 2, c'est les crimes contre l'humanité, contre l'humanité, contre le peuple juif peut-être. Les crimes de guerre nazie. Il y a une loi spécifique qui s'appelle les crimes de guerre nazie. Et ces 2 lois existent encore. Mais la seule fois de l'histoire juridique israélienne où ça a été appliqué, c'est effectivement pour Eichmann. Alors, Goldman Gilad, dont tu parlais tout à l'heure et que tu as cité, qui est ce jeune homme aux 80 coups de fouet, raconte que lorsque l'exécution de la peine de mort a été annoncée, son commandant l'a contacté pour lui dire qu'il serait l'un des 2 témoins présents lors de la pendaison. Arrivé à la prison de Ramleh, il raconte avoir attendu que minuit sonne et qu'ils étaient 10 personnes à être présentes ce soir-là. Eichmann n'a pas souhaité qu'on lui couvre la tête et avant de mourir, il a crié « Vive l'Allemagne, vive l'Argentine et vive l'Autriche !» Tels sont les pays auxquels je suis redevable. Terrible quand on sait ce qu'il a fait. L'ordre a été donné et les 2 bourreaux, donc il y avait 2 bourreaux du service pénitentiaire qui ont appuyé en même temps sur le bouton déclenchant la pendaison, 2 boutons différents afin que aucun d'eux ne sache qui a vraiment déclenché ou enclenché le mécanisme. Et Eichmann a comme ça été pendu. Le département 06, ce département spécial créé spécialement pour mener les interrogatoires d'Eichmann, a ensuite été démantelé. Et pendant de nombreuses années, comme tu le disais, l'identité donc des membres de ce département est restée secrète par peur des représailles. Des représailles de qui finalement ? Des Allemands, d'anciens nazis. Enfin, c'est vrai que on ne sait pas. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est en 1961, on est 62. 20 ans après la... On n'est même pas 20 ans. On est une quinzaine d'années après les faits. Je pense qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui s'est passé. Et il y a quelques années, ils ont reçu ces mêmes membres qui restaient encore en vie de cette... 13 membres encore 13 membres ont reçu un prix... lors d'une commémoration de Yom HaShoah, ils ont un prix leur a été décerné pour le travail énorme qu'ils avaient effectué dans l'ombre, sans aucune reconnaissance à l'époque, mais qui finalement a changé vraiment finalement la face de l'histoire d'Israël, parce que la société en elle-même a changé à ce moment-là. Je ne sais même pas comment m'imaginer quelqu'un qui se retrouve dans une situation où d'abord il arrive en Israël et il est vu comme un faible, comme quelqu'un de vraiment qui s'est laissé faire et qui est tout à fait contraire à l'image de cet Israélien fort qui doit se battre pour son pays. Et enfin qui se sent libéré, qu'on puisse le comprendre en fait, qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Et comme tu as dit précédemment, le procès à Eichmann non seulement a uni cette jeune société israélienne, a révélé au monde, peut-être pas les atrocités de la Shoah, parce que le monde les a connus aussi, mais on n'en parlait pas encore dans les années 60, tellement. Mais surtout à initier en Israël cette éducation de la Shoah, en fait, à tout Israël, peu importe si les gens l'avaient vécu ou ne l'avaient pas vécu, s'ils habitaient dans des coins du monde qui n'avaient pas subi la Deuxième Guerre mondiale ou autre. Et donc, on va dire, malgré lui, c'est vraiment lui qui a... C'est ironique, en fin de compte. Lui qui voulait détruire le peuple juif, c'est lui, en fait, qui l'a, d'une certaine manière, en Israël, du moins, soudé, et lui a permis de commencer sa jeune vie, quoi. Bien sûr. Et de la même manière qu'Israël survit depuis des millénaires en se transmettant son histoire, la Shoah fait aujourd'hui partie intégrante de cette transmission et de cette mémoire. Tout à fait. Merci Greg, merci pour ce nouveau grand procès. On se retrouve le mois prochain pour la dernière de la saison.
Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. On vous dit à très bientôt pour un nouveau procès, toujours avec notre spécialiste Greg. Au revoir.